Bah, l'avantage de filmer directement avec mon téléphone, c'est que j'ai pas besoin de faire... Moi, je le fais quand même. Je ne suis pas dans le lieu habituel et pour cause, j'avais deux options. La première, ne rien faire puisque j'ai pas vraiment le matériel adéquat, quand bien même je trimballe toujours avec mon micro sur moi. Ou faire un truc, ce que j'appellerais de nature peinture, pour ne pas dire à l'arrache. Mais j'avais quand même 2-3 éléments à vous dire, donc c'est pour ça que je tenais à être là encore ce dimanche. Bon, concernant la partie macro, on a plusieurs éléments. Le premier, c'est les achats d'or. Les banques centrales ont acheté pour, grosso modo, 800 tonnes d'or. Et ça, c'est pour les 9 premiers mois de l'année. Je vais remettre ma caméra un peu droite. Ce qui représente quand même une hausse de 14% par rapport aux 9 mois de l'année précédente. Alors, le plus gros acheteur, c'est la Chine. 181 tonnes d'or achetées. On a ensuite la Pologne avec 57 tonnes d'or. La Turquie, 39 tonnes. Et on a 8 autres banques qui en ont acheté pour plus d'une tonne chacune. Alors pourquoi la Chine est le plus gros acheteur d'or? Probablement parce qu'on a la faiblesse de sa devise, le marché boursier là-bas qui est pas foufou, le secteur immobilier qui est un peu en PLS et du coup les consommateurs se disent eux aussi, hormis la banque centrale, se disent eux aussi tiens ce serait quand même plutôt pas mal de se diriger vers des valeurs refuges, des lingots d'or. Du coup, au-delà des tensions géopolitiques au Moyen-Orient qui perdurent, eh bien les cours de l'or restent particulièrement soutenus. Le gros rendez-vous de la semaine sinon c'était surtout la Fed. Et oui, la Fed a parlé, c'était le 1er novembre et c'était pas une surprise, la Réserve fédérale américaine a laissé ses taux directeurs inchangés à 5,5%. Là, jusque-là, ça va. Ce qui était important, c'était plutôt le discours de Jérôme Powell. Est-ce qu'il allait être plutôt hawkish, plutôt dovish, resserrer encore un petit peu les boulons ou lâcher du lest et détendre justement les marchés? Alors, il a tout simplement dit qu'il allait désormais procéder avec prudence pour ajuster ses taux directeurs. Il explique également que le marché obligataire et les taux du marché obligataire qui se sont envolés l'aidaient dans son travail de lutte contre l'inflation et que c'était finalement naturellement une sorte de hausse des taux pour à peu près, grosso modo, 25 points de base. Donc finalement, il n'a pas besoin de les relever plus pour le moment, d'autant plus qu'il a bien indiqué qu'on pourrait commencer à ressentir les effets sur le marché de l'emploi et aussi sur l'économie au sens large. Donc resserrer encore un peu les taux directeurs alors que l'inflation n'est pas gravissime, n'est pas en train de s'envoler, alors qu'on commence à avoir des signaux de faiblesse d'un point de vue économique, forcément, les laisser inchangés aujourd'hui, mais aussi demain, c'est pour le moment la stratégie privilégiée. Il a également ajouté qu'il était allé très loin dans son cycle de hausse des taux et que ces effets vraiment très restrictifs, on commence à en voir les effets positifs au niveau de l'inflation, négatifs d'un point de vue économique. Donc le marché s'est dit, ah, ça y est, c'est peut-être le début de la fin. Et d'autant plus qu'on a eu vendredi les chiffres du NFP, les créations d'emplois aux États-Unis, et on a eu effectivement des créations d'emplois moins bonnes que ce qu'on attendait. Taux de chômage supérieur à ce qu'on attendait, 3,9% contre 3,8% attendu. Et puis surtout, ce qui est important là-dedans, c'est l'évolution du salaire moyen. Et ce salaire moyen, il a été moins fort que ce qu'on attendait. 0,2% de hausse seulement, on attendait 0,3% de hausse. Et donc, avec tout ça, un discours de Jérôme Powell plutôt détendu, peut-être probablement moins de restrictions monétaires à l'avenir, et en plus de ça, donc des chiffres économiques qui ne sont pas bons, ce qui pourrait du coup entraîner moins de marge de manœuvre à la Fed de pouvoir relever ses taux directeurs à l'avenir, et une évolution des salaires moins importante que ce qu'on attendait. Ça détend le taux à 10 ans aux États-Unis, ça je vous avais dit dans le débrief hebdo la semaine dernière que c'était vraiment très important de suivre ce niveau des 4,8%, 4,8%, autant pour moi je bafouille. Et on a même une détente du dollar américain. Donc ça détend les actifs risqués et c'est une bonne nouvelle puisque, comme je vous le disais dimanche dernier, on commençait à mettre une casquette verte, alors je suis désolé, je ne sais pas sur moi là, une casquette verte light qu'on enfoncerait encore un peu plus si on passait au-dessus de niveau de polarité. Et tous les indices, strictement tous les indices, ont éclaté leur niveau de polarité. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Vous le savez d'ailleurs si vous faites partie de JVT. N'hésitez pas d'ailleurs à partager votre sensation de la semaine d'ailleurs en commentaire et à éclater au passage les pouces vers le haut. D'ailleurs, je vous remercie, je fais une petite parenthèse. Oui, j'ai dit, c'est un débrief hebdo à la Walligan and Best of Life. Vous avez éclaté la semaine dernière, dimanche dernier, dans le débrief hebdo, les pouces et je vous en remercie infiniment. Ça montre que vous avez quand même de la puissance que vous n'exploitez pas à fond. Bref, parenthèse fermée, on parlait de quoi déjà? Ah oui, qu'on enfonçait une casquette verte beaucoup plus, profondément.
c'est pas forcément le thème approprié. Plus fort quoi. Bon, on en reparlera après. Juste un petit truc avant. Parlons de la Banque centrale du Japon. Il y a 7 ans, la Banque centrale du Japon, pour ne pas dire la BOJ, fixait une limite stricte au rendement de ses obligations à long terme. À 10 ans. Eh bien, la BOJ est en train de faire un premier pas vers l'abandon de cette politique très restrictive. Le plafond à 1% sur le rendement à 10 ans est désormais considéré comme un taux de référence. Maintenant, la question sur laquelle les investisseurs vont devoir se positionner, c'est à quel moment est-ce que la Banque centrale relèvera son taux directeur? Parce qu'enfin, il commence à y avoir de l'inflation aussi là-bas. Aujourd'hui, on est à 0,1% sur les taux directeurs. Bien loin quand même des 5,5% qu'on a au niveau de la Fed. Bref, pour synthétiser cette semaine qui était relativement light niveau macro, mais il y avait quand même le grand rendez-vous de la Fed. Ça détend le marché obligataire. Du coup, les foncières en profitent, tout le secteur immobilier, parce que les taux d'intérêt baissent un peu. C'est bon, le marché immobilier va peut-être pas s'écrouler tout de suite. Et ça détend les actifs risqués, alors que les publications d'entreprises s'enchaînent. Et ça tombe bien parce que c'est tout de suite la rubrique micro. La grosse publication de la semaine, c'était Apple. Et pour le trimestre en cours, Apple a annoncé des prévisions un peu en dessous de ce que les analystes et le marché attendaient. Pour autant, les résultats passés étaient meilleurs que prévu. Les iPhones ont continué à en vendre. Ça, il y a eu un gros rebond. Pourquoi je sais pas. Par contre, on achète moins d'ordinateurs Mac, les fameux iPads. Et surtout en Chine, le chiffre d'affaires s'est replié. Moins 2% concernant le chiffre d'affaires trimestriel en Chine. Visiblement, problème d'approvisionnement, etc. Bénéfice trimestriel par action, 1,46 $. On l'attendait 1,39 $. C'est donc meilleur que prévu. Mais on voit que l'avenir semble un petit peu opaque. Et c'est en fait exactement la même chose qu'on a vu d'ailleurs dans les précédents débriefs hebdo, puisqu'aujourd'hui, plus de 50% des boîtes de l'indice SP500 ont publié. Pour les 3/4 d'entre elles, globalement, c'était meilleur que prévu. Sauf que pour l'avenir, pour le moment, les boîtes ne sont pas en mesure de se projeter. Donc elles sont plutôt méfiantes. Ça peut d'ailleurs accessoirement provoquer ce qu'on appelle des profit warnings, des abaissements de perspective. Et ça, généralement, le marché, il sanctionne. Et il sanctionne de ouf. Oui, je sais, on enchaîne très très vite. Je le disais donc, d'un point de vue technique, pourquoi est-ce qu'on avait une casquette verte? Malgré le fait qu'on ait une ambiance complètement anxiogène, que des news négatifs, etc., qu'on commençait à payer parce que les marchés étaient en train de revenir sur des niveaux clés. Et que généralement, quand un consensus est trop bien établi, soit trop directionnel à la vente, soit trop directionnel à l'achat, euphorique ou en panique, généralement dans les jours qui suivent, ça fait l'inverse. Preuve en est, encore une fois, le marché a explosé à la hausse toute la semaine. Les points positifs, donc on l'a vu, détente des taux à 10 ans qui est passé bien en deçà de 4,81%. Ça, c'était vraiment le niveau symbolique en dessous duquel j'estimais que ça y est, fallait vraiment charbonner à l'achat. On a même le dollar index qui commence à se détendre. Ça fait 1 mois et demi qu'il bouge plus. Qui m'a permis d'ailleurs accessoirement, je vais pas y arriver aujourd'hui en fait, de rentrer à l'achat l'euro contre le dollar et même de renforcer la position sur cette grosse zone mensuelle des 1,05. Et puis, messieurs, dames, dimanche dernier, c'était le retour du Tutu Yutu sur le Russell 2000, l'indice des small caps américaines. Bas de range, on fait quoi? On paye. Bon, la première moitié de semaine, vous le savez si vous faites partie d'IVT, j'étais pas trop dispo. Et d'ailleurs, pendant ce temps-là, Rodolphe était en train de charbonner à l'achat tous les indices. Bravo à lui d'ailleurs. Semaine légendaire sur IVT, notamment en termes de timing. Bonjour Xavier, FT, tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous passez un excellent week-end. Et encore une fois, tout vous a été partagé, donné dans ce débrief hebdo la semaine dernière, notamment sur le DAX, sur les polarités à suivre. Pour ma part, donc j'avais enclenché déjà une grosse casquette verte sur le DAX, au 14 007. J'attendais simplement confirmation de franchissement haussier de mes polarités. Et du coup, je suis allé également sur le DAX, sur le SP500, mais surtout également sur les actions européennes, avec de très très belles performances. J'en reparle de A à Z dans mon Telegram. On ne peut pas être partout, comme tu l'as dit Xav. T'étais absent, débrief hebdo un peu particulier. Donc pour ma part, je vais me concentrer sur le DAX, mais regardez quand même côté action, niveau par exemple téléperformance, Renault. Alors téléperformance, c'est un peu plus du, on va dire pas du loto, mais bon, c'est plutôt un gros rebond technique en direction des 150, 160 qui est à faire. Mais il reste des très belles valeurs, comme du Renault, comme du BNP Paribas, comme du ASML. Il y a des beaux trucs à faire. Donc reparlons rapidement de notre DAX. À partir du moment où il a réussi
à refranchir les 14 835 qui était pour moi la polarité haussière et surtout le bas, vous vous rappelez, de l'ancien porte-voix journalier haussier, toujours le même, on l'a réintégré, et ça a accéléré pour revenir à nouveau sur la résistance des 15 250, 15 003 résistance journalière qui a échoué hier. Alors, quoi faire maintenant? Autant aux US, comme d'habitude, on rebondit à une vitesse incroyable. Tiens, au passage, je suis rentré sur Nvidia, si vous voulez, sur une action américaine. Pourquoi? Parce qu'elle est chère et parce qu'il me donne pas de pullback. Donc je suis rentré autour des 430 et je veux avoir une exposition sur cette valeur pour tout ce qu'elle me propose et ce qu'elle me présente dans son avenir. On verra si j'ai raison ou pas. Bref, on revient sur le DAX. Je pars un peu dans tous les sens. Casquette verte foncée la semaine dernière sur tous les indices, sur les actions, sur le DAX. Pour ma part, le DAX, je reste en casquette verte, je reste en achat. On a réintégré ce porte-voix. Et pour moi, toujours la même zone mensuelle. Alors, elle va de 14 500 à 14 008. Mais elle m'a montré, cette zone mensuelle, cette zone de prix long terme m'a montré que les acheteurs étaient présents. Ça ne veut pas dire qu'ils seront toujours présents. Mais pour l'instant, ils le sont. Vous vous rappelez du décalage d'orange 15 500, 16 500. Décalage 15 500, 14 500. Donc tout ça pour vous dire que pour moi, le rebond du DAX n'est pas terminé. Il a encore de la ressource. Il a encore de la ressource pour aller chercher 15 500, 15 700, voire même 15 008. Mais attention, on est sous résistance journalière. Donc qu'est-ce que je fais dans ce moment-là? C'est relativement tout simple. Je garde ma casquette. Alors en intraday, on peut bien évidemment, je l'ai même mentionné vendredi soir sur IVT, ils pouvaient vendre une première fois cette résistance journalière, mais c'est pas le gros du boulot. Pour moi, le gros du boulot, c'est toujours de garder un seul sens, parce que quand vous gardez un seul sens, que ça soit en intraday, en scalp, en swing, peu importe votre profil, ça aide, ça détend la psycho, ça détend les émotions, et si ce sens est bon, ça permet d'assurer une sécurité psycho hyper importante. Tout ça pour vous dire que voilà, sur le DAX, je vais chercher à nouveau des achats sur repli. Alors, le bas du porte-voix, il tourne autour désormais des 14 009. Je suis pas sûr qu'on redescende le tester. Moi, je vais m'intéresser surtout à une approche des 15 000. Donc, entre 14 950 et 15 050, ça se trouve, il va pas revenir plus bas que 15 020, 15 050. Et ici, je parle 15 000 avec un zéro au milieu, 15 030, enfin 15 030, parce que je sais qu'ici, parfois, on entend mal ou la traduction est mal faite. Donc 15 030, 15 050, 15 000. Je vais voir si j'ai une nouvelle approche de ce niveau, avec un petit signal aussi. Bien évidemment, il faut un signal de confirmation, notamment horaire. Ça peut être un breakout aussi horaire. J'y retournerai une fois, de manière assez forte à l'achat, pour aller tester un nouveau test de la résistance journalière des 15 250, 15 003. Et si celle la casse, pourquoi pas même aller chercher les 15 004, 15 005, 15 006. Donc voilà, vous l'aurez compris, je conserve une casquette verte. Alors, moi, j'aime pas dire lège, pas lège, machin, vous me savez. Soit je me mouille de A à Z. Depuis le début d'année, j'ai pas fait une seule erreur sur les indices, pas d'erreur sur les actions, aucune erreur sur les cryptos non plus, même si ma poche long terme m'handicape un peu toujours. Sur le gold, c'est le seul où j'ai fait une petite erreur, mais je l'ai vite rétabli. C'est pas pour me jeter des fleurs, mais vraiment, je vous partage tout. Donc le DAX, voilà, je vous le remouille, je peux me tromper, je m'en fiche. J'achète et je réachète. Les US ont atteint des premières zones de résistance, notamment le Nasdaq et le SP500. Mais voilà, tout repli sur le DAX, vous l'avez compris. Pour ma part, casquette verte conservée. Si on revoit autour des 15 000, pour ma part, je repars à l'assaut, même s'il me reste bien évidemment des positions de tout en bas. Donc, plus vous avez travaillé l'indice, plus vous avez fait des allers-retours de position, plus vous étiez positionné sur les 14 007 ou même le franchissement des 14 minutes à l'achat, et plus vous pouvez continuer ces achats. D'accord? C'est toujours pareil. La performance, c'est avant tout une accumulation de performance, et plus on accumule dans le bon sens, et plus on peut se permettre, à un moment ou à un autre, de se planter. Pour ma part, pas de changement. Si on a un retour proche de ce porte-voix, je ne le crois pas trop, mais un retour un peu plus haut, vers 15 000, 15 050, petit signal, j'y retourne à l'achat sur le DAX. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux, je peux que simplement t'envoyer de la force, comme d'hab. Tu sais que je suis là, toujours. Toi, pourquoi? Parce que tu es une des personnes, voilà, j'ai tout fait pour level up, je pense qu'aujourd'hui je fais level, un truc de fou, mais surtout, en qui j'ai confiance, depuis 15 ans, et c'est important, d'accord? Il faut savoir penser à soi-même, il faut savoir penser aux autres, mais malheureusement ou heureusement, je ne sais rien, dans la vie, on trouve très peu de personnes de confiance, je tenais à le redire. Sur ce, tout le monde, je suis content de vous partager mes prises de position, ce que je fais sur le marché. Vous envoyer des beaux dessins ou obtenir un diplôme de dessinateur, moi, j'en veux pas, aucun intérêt pour moi. Ou vous faire croire que la méthode change tous les 6 mois, aucun intérêt pour moi. Donc voilà, je vous ai dit ce que je pensais, je vous souhaite bien évidemment un excellent week-end à toutes et à tous. Forte dose de motifs parce que c'est important. Et on se retrouve next week sur les marchés avec, je l'espère, encore des beaux mouvements exploités. Et oui, je le redis, en ce moment, notamment avec le contexte géopolitique, mais aussi le contexte des matières premières, le contexte
les banques centrales, le contexte des taux, le contexte de l'épargne, le contexte de dette, je ne vais pas tous les citer, attention, vous avez des mouvements relativement brusques et donc il faut savoir également profiter de la volatilité, c'est le plus important du moment. Il ne faut pas hésiter à reprendre, sortir. Il y a de la volate, il faut en profiter. Ciao, ciao, merci tout le monde. Et donc, me concernant, le Russell 2000 était justement sur la borne basse de ce range. J'ai un premier signal, je mets un ordre à seuil de déclenchement, juste au-dessus des 1670. Je vous en ai parlé dimanche dernier dans le débrief hebdo. Et puis ça se déclenche. Qu'est-ce qui s'est passé derrière ? Le Russell 2000 a explosé. Il a pris 6% en 3 jours, un truc de ouf. On a atteint un premier objectif monumental quasiment à 1770 points. TP1 atteint. Je vois qu'en plus, vous êtes de plus en plus nombreux sur IVT à suivre cet indice. Et ce qui permet aussi finalement d'avoir une vision un petit peu plus large parce que comme je vous disais, si les investisseurs reviennent à la charge et à l'achat sur les petites capitalisations, ça veut dire qu'ils se mettent vraiment en mode risque on. Parce que sur les petites capitalisations, le risque, c'est que si jamais ça va pas bien, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a perdu 17-18% en quelques mois, si ça va pas bien, on ne peut pas sortir comme on veut lorsqu'on a des capitaux importants. Donc c'est pour ça que c'est encore plus risqué de prendre ce qu'on appelle des big caps, des grosses capitalisations. Ça, on peut sortir, rentrer comme on veut. Ce n'est pas le cas des petites capitalisations parce qu'elles sont moins liquides. Donc ça veut dire qu'on a quand même un sentiment assez bullish lorsque cet indice réagit positivement. On a également donc des impulsions haussières qu'on a partout sur tous les indices. On a quasiment que des bougies vertes. On a ce qu'on appelle donc des gaps haussiers, voire sur certains indices qu'on appelle des open en extrême. Le marché ouvre et tout de suite ça achète. Et dans ce type de moment-là, la minute pédagogie avec Xavier Fenot. Quand on a des flux comme ça, et je le vois trop souvent, il y en a qui disent « Ah, ça a trop monté, je vends, je tente. » On ne tente pas, on tente au camping. On ne tente pas sur le marché. Pourquoi on ne tente pas? Parce que si on tente, ça veut dire qu'on n'a pas de stratégie. Vaut mieux faire des tentatives d'avoir tous les bons numéros au loto parce que les tentatives, ça ne fonctionne pas. Et même si ça fonctionne, on a dit « Ah, cette fois-ci j'ai tenté, ça a fonctionné. Ah !» Cette fois-ci, j'ai tenté, ça n'a pas fonctionné. On a zéro méthode. Et donc, si on a zéro méthode, on ne peut pas corriger les erreurs. Je suis en train de faire quoi là? Et si on réussit, si on fait un trade gagnant, on ne pourra pas le reproduire parce que on n'a pas une méthode pour le faire. Ça, c'est comme au golf. Ah, ça faisait longtemps. Si tu vas au practice et que tu tapes comme un gros bourrin tout ton saut de balle, sans avoir de méthode et sans essayer de travailler quelque chose, une partie de ton swing, une partie de ton mouvement, je sais, je parle golf pour une fois, même si j'en parle beaucoup tous les matins dans le Morning Wood, à peu près, ça sert à rien parce que tu ne pourras pas reproduire les bons coups. C'est exactement pareil sur le marché. Donc, on ne tente pas de s'opposer à un flux de marché, on l'accompagne avec méthode rigueur. Et si on se dit, tiens, le timing, il est plus approprié, on se met en retrait et on pense au coup d'avance. À quel moment est-ce que je vais me positionner? À la vente, si j'ai un signal, sur quelle unité de temps, pourquoi, comment, à quel moment est-ce que le marché va invalider le flux haussier qu'on est en train de mettre en place, à quel moment j'aurai un signal baissier pour rentrer en position, ou à quel niveau de repli je vais reprendre des achats pour prendre le train en marche. Ça, ok, c'est valable. Mais on ne tente pas en mode « Allez au pif !» Alors après, les points négatifs, c'est effectivement, on peut se dire le marché s'est emballé de manière significative pour pas grand-chose, qui est relativement faux parce qu'on a eu quand même ce que j'appelle des planètes qui sont alignées, taux à 10 ans qui se détend, dollar qui se détend, une Fed plus détendue, plus calme. Le principal point négatif, c'est qu'on arrive déjà en fait sur des zones de résistance daily sur beaucoup d'indices, plus particulièrement les moyennes mobiles à 50 jours. Que ça soit sur les indices américains, mais aussi sur les indices européens. Donc là, on pourrait avoir bien évidemment des forces vendeuses en présence. Nous-mêmes d'ailleurs, ça nous a permis d'alléger considérablement toute l'exposition acheteuse qu'on avait déjà en début de semaine et qu'on a continué à charbonner à l'achat. Effectivement, vendredi, on s'allège. On n'est pas à l'abri, malheureusement, de mauvaises nouvelles, notamment d'un point de vue géopolitique. Après, le dernier élément, c'est pas parce que la Fed annonce peut-être être un petit peu plus détendue et qu'on n'a plus que 20% d'anticipation du marché que lors de la dernière réunion de l'année de la Fed, il y aura une hausse des taux. On est à moins de 20% maintenant. Que forcément, ce sera le cas. On peut avoir des mauvais chiffres d'inflation. D'ailleurs, ces chiffres d'inflation ne seront pas publiés, non pas
la semaine prochaine, mais la semaine suivante. Et là, à ce moment-là, le marché se dira, ok, l'inflation est moins forte que ce qu'on attend. Là, on pourra effectivement avoir des objectifs beaucoup plus ambitieux. On a un élastique qui s'est tendu en bas. On a eu le bon timing pour mettre la casquette verte. On a eu ensuite des éléments techniques qui nous ont été favorables puisqu'on s'est placé au-dessus des zones de polarité très rapidement. Je vous en avais parlé dimanche dernier. Donc là, on a charbonné. Et bien maintenant, peut-être qu'effectivement, l'élastique s'est retendu un petit peu en haut. Donc, zone de résistance, des forces vendeuses en présence, probablement des acheteurs comme nous qui allègent des positions. Donc, quand on allège une position acheteuse, c'est qu'on passe en ordre à la vente sur le marché. Et surtout, est-ce que finalement, la Fed a annoncé et a signé, noir sur blanc, que c'était la fin définitive de la hausse des taux? La réponse est non. Donc, on peut avoir encore quelques soubresauts, quelques petits mouvements de volatilité, quelques petites sueurs froides qui coulent sur ce front luisant. Donc voilà, c'était une très très bonne semaine qu'on a fait. Super, on s'en félicite. Bravo. Voilà, bravo tout le monde. Félicitations. Maintenant, je pense que la question que tu te poses, c'est... on fait quoi? Alors généralement dans ces moments-là, je le répète encore une fois, on a eu pendant plusieurs semaines, plusieurs mois une casquette rouge. On a eu pendant 2 semaines une casquette bleue et beaucoup me posent la question, c'est quoi une casquette bleue? C'est une casquette neutre, d'attentisme. On plante des graines, voilà, on est acheteur mais pas trop, on est vendeur mais pas trop, en attendant qu'on ait des éléments qui aillent dans le sens de nos plans. Donc c'est pour ça qu'on a eu une casquette bleue. Dimanche dernier, on a commencé à mettre une casquette verte parce qu'on commençait à avoir des éléments justement qui allaient en notre faveur, des indices qui revenaient sur des niveaux clés, des petites réactions et ensuite hop, des signaux, on y va. Et donc ce que je veux dire par là, c'est que cette casquette verte qui nous a été confirmée cette semaine, est-ce que ça y est, on la prend et on la balance? C'est dommage, j'en ai pas vraiment une parce que ça m'aurait fait plaisir vraiment de la balancer comme ça. Et bien la réponse est non. Donc on garde une casquette verte, on garde des positions acheteuses en partie et très probablement, si ça se replie sur des niveaux clés, notamment des niveaux horaires, des niveaux daily, on le fera bien évidemment tout au long de la semaine sur IVT. D'ailleurs, faudra qu'on refasse le carnet de bord. Faudra qu'on refasse le carnet de bord, parle correctement. Donc si on a des petits replis de 1-2% sur les marchés, probablement, on rachètera à nouveau pour continuer avec cette casquette verte et plutôt cet optimisme qui est en train de revenir sur le marché dans son ensemble. Alors sur les cryptos, qui a été d'ailleurs le marché le plus résilient par rapport d'ailleurs au marché traditionnel, il en a encore profité, il est encore très fort. Je vous avais dit dimanche dernier avoir allégé l'Ether, puisque j'avais 2 positions, de grosses positions là-dessus. Je reste pour le moment dans cette ligne directrice, me dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas le timing pour rentrer à l'achat. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout sortir, ça va baisser, etc. C'est comme sur les marchés traditionnels. Ça veut dire simplement que là, on est dans des zones un petit peu de turbulence, d'observation. Et c'est pour ça que sur Ether, d'ailleurs, depuis une semaine, en fait, il se passe quasiment plus rien. Je préfère avoir allégé justement une partie de position sur ces niveaux-là pour repayer plus bas si jamais ça se replie et continuer à garder la main. Je vous donne d'autres exemples. Et sur des altcoins comme par exemple ING, elle a fait x2. Est-ce qu'elle va faire x5, x10 maintenant? J'en doute. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas être le cas, mais ça veut dire que conserver l'intégralité de sa position alors qu'elle vient de faire un x2, pour moi, c'est plutôt le timing pour prendre des bénéfices au moins partiels sur ce qu'on appelle une gestion active. Je ne parle pas forcément sur du long terme, mais sur du gestion active, c'est une évidence. Donc tout va bien. Tous les voyants sont verts, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun signal d'alerte. C'est juste que le timing, là si on regarde la capitalisation totale, c'est pas fou. Vaut mieux laisser courir au moins une partie que de rentrer à l'achat maintenant, en mode FOMO. Parce qu'en plus de ça, le problème de rentrer maintenant, c'est qu'on n'a pas vraiment d'invalidation qui est claire. Et puis sur le Bitcoin, tant qu'on tient les 32 400 $, tout va bien. C'est ok, on est toujours dans une dynamique haussière sur toutes les unités de temps. Donc semaine prochaine, je vous le disais, ce sera plutôt tranquillou d'un point de vue économique. L'agenda est light. J'espère qu'en tout cas, tous ces débriefs hebdo, quand bien même parfois ils sont en mode nature peinture, j'espère au moins que ça vous permet d'avoir des sources d'inspiration, des éléments tangibles, concrets qui vous permettent d'agir sur le marché. Je suis pas adepte et j'aime pas dire ça, mais pour une fois je vais le dire parce que on enchaîne vraiment une série incroyable sur les indices, sur IVT, avec mon pote Rodolphe d'ailleurs que j'en profite pour le féliciter vraiment cette semaine. C'est vrai que j'étais absent lundi, mardi, mercredi, je suis revenu mercredi soir et il donne beaucoup et voilà, c'est quelqu'un avec qui j'apprécie continuer à échanger depuis maintenant plus de 15 ans et qui fait le plaisir vraiment d'intervenir ici pour vous donner tout en amont. Et vraiment l'objectif, vous voyez, c'est chacun est un peu spécialiste dans son domaine.
sa façon peut-être d'intervenir, je vais pas dire est différente, mais en tout cas est complémentaire. Et comme je dis, bah 1 + 1 = 3, donc ça fait vraiment plaisir. Et puis bah si on peut en faire profiter le plus grand nombre, bah tant mieux, c'est cool. Encore un grand merci, vous avez tout éclaté la semaine dernière, dimanche dernier, j'espère que vous le ferez encore de même cette fois-ci. Je vous souhaite un très bon dimanche. On se retrouve, oui, mardi sur Twitch. On repart tous les matins dans les Morning Mood. Vous pouvez retrouver Rodolphe dans le Telegram et bien évidemment, vous nous retrouvez sur IVT quasiment H24, 7 jours sur 7. Ciao!